Mon père m'a mis à la porte la nuit de Noël, alors j'ai détruit leur vie. Bonjour à tous. Profitez de ce moment de détente pendant que vous regardez. Maman, je suis rentré, s'exclama Didier avec enthousiasme. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Devine ce que je t'ai acheté? Hélène ne se retourna pas. Sa main s'arrêta à peine une seconde avant de continuer à remuer le poulet, comme si elle n'avait rien entendu. Didier resta un peu déconcerté, mais conserva le sourire. Il s'approcha de Michel et lui tendit une petite boîte emballée avec un ruban bleu ciel. Je sais que le beau-père aime les montres mécaniques, alors j'ai économisé pendant plusieurs semaines pour en acheter une. Ce n'est pas cher, mais... Michel le coupa. Et toi, qui es-tu pour offrir un cadeau si tu ne fais plus partie de cette famille? Didier resta figé. Son sourire s'effaça de ses lèvres. Il regarda Michel avec des yeux pleins d'incompréhension. « Michel, qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il d'une voix de plus en plus basse. Michel se leva et posa son verre de vin sur la table avec fermeté. Il s'approcha lentement de Didier, la voix glaciale comme la neige. « Dehors. J'ai parlé avec ta mère. Tu as 17 ans. Tu devrais déjà contribuer financièrement à cette maison. Je t'ai entretenu assez longtemps. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. » Didier fit un pas en arrière, secouant la tête. « Mais je suis encore étudiant. Je travaille l'après-midi. Avec cet argent, j'aide pour quelques petites dépenses. » Michel éclata de rire, un rire rempli de mépris. « Tu crois que quelques pièces de monnaie ont de la valeur? Qui paie l'électricité, l'eau, la nourriture? C'est moi. Je ne suis pas ton père, Didier. Je n'ai aucune obligation de nourrir un beau-fils paresseux et inutile comme toi. » Inutile. Didier pouvait à peine parler. « Je me lève à 5 heures du matin pour distribuer des journaux. L'après-midi, je travaille dans une boulangerie. Je rends tous mes devoirs à temps, tout ça pour que maman n'ait pas à s'inquiéter. » Hélène restait silencieuse. Didier se tourna vers elle, les yeux déjà remplis de larmes. « Maman, dis quelque chose. Tu sais combien je me suis donné du mal? Pourquoi tu ne dis rien? » Elle finit par se retourner. Son regard glacial blessa Didier plus que n'importe quel froid extérieur. « Je ne veux pas de dispute le soir de Noël. Si tu ne peux pas vivre ici, alors pars. Michel t'a déjà entretenu pendant plus de 6 ans. C'est tout ce que je représente pour toi. » La voix de Didier tremblait. « Un fardeau, une gêne? Mais je suis ton fils. »« Mon fils est mort quand ton père est mort, » répondit Hélène, comme si elle plantait un couteau. « Maintenant, je veux juste la paix. » Michel esquissa un sourire moqueur. « Alors, tu ne vas pas faire tes valises? » Didier restait là, le cœur en miettes. Il avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, l'entraînant dans un abîme. Il regarda la table dressée avec 3 couverts, dont seulement 2 seraient désormais occupés. Le cadeau qu'il avait apporté était toujours là, le ruban bleu encore intact. « Je n'ai nulle part où aller, » murmura Didier. « Ce n'est pas mon problème, » répondit Michel sans hésitation. Hélène détourna les yeux pour éviter le regard de son fils. Didier serra les lèvres, tentant de ne pas pleurer. Il se retourna et marcha vers sa petite chambre. Quelques minutes plus tard, il en ressortit avec un sac à dos contenant des vêtements usés, une écharpe effilochée et une petite boîte cadeau qu'il n'avait jamais pu offrir. Il s'arrêta sur le seuil et jeta un dernier regard. « Joyeux Noël !» Personne ne répondit. Didier referma la porte derrière lui. La neige continuait de tomber, recouvrant les trottoirs, les toits et le cœur brisé d'un garçon rejeté par sa propre mère. Il marcha lentement vers un petit parc tout proche. Le vent glacé lui cinglait le visage. La neige collait à ses cils. Les couples se promenaient main dans la main. Des familles prenaient des photos devant le grand sapin de Noël. Didier s'assit sur un banc de pierre gelée, posa son sac à côté de lui et ouvrit la boîte qu'il avait préparée pour sa mère, une écharpe en laine couleur lavande, qu'il avait lui-même tricotée.
Je l'ai commencé fin octobre, murmura-t-il en enfouissant son visage dans l'écharpe. Je suppose qu'elle n'en a plus besoin. Un petit garçon apparut, tirant la main de son jeune père, tout juste sorti de l'église. Papa, pourquoi ce garçon est-il tout seul? Il n'a pas de maison? L'homme jeta un regard à Didier, puis détourna les yeux. Occupe-toi de ceux qui te regardent, Arthur. Didier entendit chaque mot, mais ne réagit pas. Il serra simplement son sac plus fort, cherchant un peu de chaleur dans son écharpe. La nuit avançait, les passants se faisaient rares. La neige s'accumulait dans ses cheveux noirs épais, sur ses épaules et sur la boîte cadeau détrempée. Au loin, des rires résonnèrent. Deux jeunes jouaient avec la neige, un gobelet de café chaud à la main. L'une d'elles, aux cheveux bouclés châtain roux, tourna la tête vers Didier. « Eh, ça va ?» demanda-t-elle. Didier leva les yeux, rougit. Il acquiesça, bien que tout son corps tremblât. « Mon Dieu, tu as besoin d'aide. »« Je m'appelle Pierre, et voici Richard, » dit-elle en s'approchant avec inquiétude. Louis s'arrêta. « Pierre, il est tard. Ne t'occupe pas des gens bizarres. À Paris, il y a plein de sans-abri qui arnaquent les gens. » Didier baissa la tête et serra son écharpe contre lui. Pierre hésita un instant, puis suivit Louis. Sa voix s'éloigna. « Je voulais juste faire une bonne action pour la nuit de Noël. » Le silence revint. Didier resta là jusqu'à ce que l'horloge de l'église sonne 12 coups. Noël était arrivé, mais pour lui, ce n'était que le début d'un hiver sans fin. Depuis ce réveillon, Didier devint une ombre errante dans Paris. Il quitta le parc lorsque les lumières de Noël commencèrent à s'éteindre, ne laissant derrière elles que des ombres froides et des empreintes dans la neige. Ses baskets trouées ne suffisaient pas à protéger ses pieds du froid mordant. Didier marchait sans but, sans destination. Il arriva à une petite gare appelée Saint-Germain, où les oubliés se réfugiaient du froid. « C'est déjà plein, gamin, » dit un vieil homme aux cheveux grisonnants et au manteau râpé. « J'ai juste besoin d'un coin, je ne dérangerai personne, » murmura Didier. L'homme le fixa un instant, puis haussa les épaules. « Je m'appelle Romain. Tu peux t'asseoir à côté de moi, mais ne me prends pas ma couverture. » Didier s'assit sur le sol froid, adossé à une colonne. Romain partagea un peu de pain rassis qui lui restait. Ils mangèrent en silence. « Tu t'es enfui de chez toi? »« Non, on m'a mis dehors, » répondit Didier d'un regard vide. Romain laissa échapper un rire amer. « Ça m'est arrivé aussi. Ma femme est partie en emmenant notre fille quand j'ai perdu mon boulot. Tout s'est écroulé. » Didier ne répondit rien, observant ses mains où le froid laissait déjà des taches rouges. Cette nuit-là, il dormit bercé par le bruit des trains, les quintes de tout et les ronflements mêlés de vies brisées. Le lendemain matin, avant l'aube, des cris le réveillèrent. « Debout. On ne dort pas ici !» crièrent deux policiers en frappant le sol avec leurs matraques. Romain tira Didier par le bras. « Viens, avant qu'il ne t'emmène au commissariat. » Le groupe de sans-abri se dispersa, emportant avec eux leurs couvertures, des sacs en plastique et quelques biens personnels. Didier et Romain se dirigèrent vers le parc du Bois de Boulogne. Il faisait encore nuit, la neige recouvrait les allées. « Tu n'as plus personne ?» demanda Romain. Didier secoua la tête. « Plus personne. » Ils s'arrêtèrent sous le auvent d'une librairie. Un peu plus tard, Romain lui tendit un petit papier avec une adresse. « Il distribue de la soupe gratuitement ici, à midi, rue Montmartre. Mais vas-y tôt, sinon il n'y aura plus rien. » Didier le remercia puis partit. Le ventre creux, il fouilla dans son sac et il ne restait que quelques biscuits tout mous à cause de l'humidité. Didier les mangea lentement, en petits morceaux, puis erra à travers la ville. Il entra dans une épicerie, puis dans un petit restaurant, cherchant n'importe quel travail, essuyer des tables, faire la vaisselle. Mais chacun refusait, en voyant son allure négligée. On n'embauche pas de mineurs. On a déjà assez de personnel. Va-t'en. Désolé, on ne veut pas d'ennui. Didier ne renonça pas.
Il marcha jusqu'à Beauvais, puis revint à Montmartre. Quand il arriva au point de distribution de soupe, la file s'étendait déjà sur tout un coin de rue. Il attendit dans le froid, le nez rougi, les mains engourdies. Plus d'une heure passa avant qu'il n'obtienne enfin un bol de soupe claire et un morceau de pain. Une femme blonde, portant une croix au cou, l'observa. « Comment tu t'appelles ?»« Didier. »« Tu as quel âge ?»« 17 ans. » Elle resta silencieuse un instant, puis dit d'un ton doux. « Je m'appelle Thérèse. Si tu n'as pas d'endroit où dormir ce soir, tu peux venir à l'église Sainte-Marie. Il y a une chambre réservée aux adolescents. » Didier la remercia, les yeux illuminés d'un mince espoir. Mais cet espoir s'éteignit à la nuit tombée. Thérèse l'attendait devant l'église, l'air désolé. « Je suis désolé. Ce soir, des jeunes accros à la drogue sont venus. Je ne peux pas te laisser entrer. C'est trop dangereux. » Didier hocha la tête, sans rien dire. Il comprenait. Il retourna au parc, s'abrita sous le porche d'un café fermé. Il neigeait, la pluie mêlée glaçait l'air. Il n'avait ni couverture, ni matelas, juste une écharpe violette tricotée par sa mère avec amour, une mère qui n'avait plus besoin de lui. Un groupe d'adolescents passa, 3 garçons et une fille, riant bruyamment. L'un d'eux s'arrêta. Et, regardez. On dirait un rat de rue. Il s'approcha et donna un coup de pied dans le sac à dos de Didier. « Qu'est-ce que tu caches là? T'as de l'argent ?» Didier se redressa, serrant son sac contre lui. « Non, je vous en prie. » Paf. Un coup de poing en plein visage. Didier s'effondra sur le sol mouillé. « Arrête, Alphonse !» cria la fille. « Je plaisante, Iné. T'as vu sa tête? Comme un chiot abandonné. » Ils partirent en riant, emportant l'écharpe violette, la seule chose que Didier avait gardée de son ancienne vie. Il resta allongé là, du sang au coin des lèvres, les yeux pleins de larmes, mais incapable de pleurer. Le lendemain matin, le corps endolori, il entra dans une pharmacie pour demander un pansement, mais fut repoussé. « Ce n'est pas un centre médical gratuit !» cria un employé. Il s'introduisit discrètement dans un supermarché, cherchant à voler un vieux paquet de pain dans un coin, mais le vigile le surprit. « Repose ça et dégage !» Didier jeta le paquet à terre et s'enfuit, comme pour fuir le monde entier. La pluie reprenait, la neige alourdissait ses cheveux et ses vêtements. Il s'assit sur les marches devant une fenêtre éclairée. À l'intérieur, une famille dînait. La mère servait de la soupe, un enfant riait, tenant la main de son père. Didier détourna le regard, les yeux piquants. Dans sa tête résonnait la voix d'Hélène. « Mon fils est mort le jour où son père est mort. » Il posa sa tête sur ses genoux, tremblant. Lorsqu'il releva les yeux, Romain, l'homme de la gare, était devant lui. « Je t'ai vu marcher toute la journée. Tiens. » Il lui tendit un sandwich enveloppé dans du papier. Didier le prit, les mains tremblantes. « Merci. Tu as un endroit où dormir ?» Didier fit non de la tête. Romain réfléchit. « Il y a un vieux parking souterrain abandonné, près de l'ancienne gare. Ce n'est pas très sûr, mais au moins, tu ne seras pas mouillé. » Didier le suivit. Le parking était sombre, humide, moisi. Des cartons servaient de lit, quelques couvertures trouées traînaient dans les coins. « Ce n'est pas un palace, » dit Romain avec un sourire triste, mais c'est mieux que rien. Didier s'allongea, serrant son sac contre lui. Romain dormait plus loin, ronflant doucement. Didier ne parvint pas à fermer l'œil. Les images de son ancienne maison, des dîners de Noël, le regard de sa mère revenait comme un cauchemar glacé. Il se demanda. Est-ce que je ne mérite pas d'être aimé? Ou bien, parce que je suis le fils d'un autre homme, mon destin a toujours été d'être rejeté? Personne ne répondit, seulement le vent qui sifflait entre les tôles rouillées, aussi froid que le destin pesant sur ses épaules frêles. 3 semaines plus tard, Paris il continuait à se geler jusqu'aux os. Didier se leva tôt,
replia soigneusement la boîte en carton humide qu'il utilisait comme lit et la rangea dans un coin. Romain était toujours endormi, respirant lourdement à cause d'un rhume qui ne partait pas depuis plusieurs jours. Didier le coucha sous la couverture et sortit en silence. Ce jour-là, il avait entendu dire qu'un petit restaurant dans la rue de Toledo cherchait un aide cuisinier. Le restaurant Le Jardin des Saveurs ne faisait pas plus de 30 mètres carrés, avec 4 tables en bois et une cuisine fermée au fond. La propriétaire était Rose, une femme d'âge moyen au regard sévère, mais au geste ferme et précis. « Tu sais couper des oignons ?» demanda-t-elle lorsque Didier arriva pour demander du travail. « Oui, aussi des carottes, laver la vaisselle, nettoyer la cuisine, je peux tout faire. »« Tu as des papiers ?» Didier baissa la tête. « Je n'ai pas de pièce d'identité, mais je veux vraiment travailler. Je ne causerai pas de problème. » Rose le regarda longtemps, puis soupira. « Une semaine d'essai. Si tu travailles bien, tu restes. Le paiement sera effectué à la fin de la semaine, en espèces, sans registre. »« Oui, merci. » Didier s'inclina, les yeux brillants pour la première fois en plusieurs jours sombres. Durant les jours suivants, il travailla sans relâche. De 9 heures du matin jusqu'à plus de 22 heures, il ne s'arrêtait pas, épluchant des pommes de terre, lavant la vaisselle, nettoyant la cuisine, vidant les poubelles. Bien que ses mains fussent couvertes de coupures et que l'eau froide lui engourdissait les doigts, il ne se plaignait jamais. Rose le remarqua. Un soir de week-end, alors que Rose vérifiait sa comptabilité, elle l'appela dans la salle de stockage. « Viens, aide-moi à vérifier quelques factures anciennes. » Didier ouvrit les fichiers et les rangea par date. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur les chiffres, les annotations et les tampons. « Avec ce talent pour les papiers, pourquoi ne travailles-tu pas dans un bureau ?» plaisanta Rose. Didier esquissa un sourire amer. « Avant, j'aidais mon père avec la comptabilité de sa petite entreprise, mais il est décédé. » Il tourna une autre feuille et s'arrêta soudainement. Il froncit les sourcils en lisant sur une feuille jaune, à l'encre à peine visible, « Propriété partagée Hélène V. Ortega et Charles J. Moreno. » Date d'enregistrement, 23 mai 2005. Ce nom, Charles J. Moreno, était son père biologique. Didier chercha davantage. Il y avait d'autres documents, des pouvoirs notariaux, un contrat de vente d'un appartement rue Valverde, des extraits de comptes bancaires du Santander, tous au nom de ses parents, sans mention de Michel. Didier prit une grande inspiration pour se calmer. Madame Rose, ces papiers appartenaient aux anciens locataires. Un couple âgé qui est parti il y a des années. Ils ont laissé une pile de dossiers. Je les utilise pour caler des boîtes. Est-ce que je peux en garder quelques-uns? Je pense qu'ils ont un lien avec ma famille. Rose fronça les sourcils, puis acquiesça. D'accord, mais ne fouille pas davantage. Cette nuit-là, Didier retourna à l'appartement avec Romain. Il utilisa la lampe de son stylo pour examiner chaque document. Plus il lisait, plus il tremblait. Tout ce qu'ils avaient, l'appartement, la vieille voiture, les économies que son père avait laissées, étaient au nom d'Hélène, sans que Michel ait aucun droit. Il y avait même une copie du contrat prénuptial. Hélène conservait tous les biens acquis avant le mariage. Michel n'avait droit à rien en cas de divorce. Pourquoi maman n'a-t-elle jamais rien dit, murmura Didier. Pourquoi a-t-elle laissé cet homme me traiter de fardeau ingrat alors qu'elle avait tout? Qu'est-ce que tu as là? Demanda Romain depuis son coin. Didier sursauta et cacha les papiers. Rien, je réfléchissais juste. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. J'ai été secrétaire dans un bureau il y a 3 ans avant de tomber en disgrâce. Romain se redressa. Ne garde pas tout pour toi. Didier le regarda un peu hésitant. Finalement, il sortit quelques feuilles. Je pense que ma mère et mon beau-père me cachent quelque chose de très important. Romain les prit et les lut attentivement. Même. C'est un enregistrement légal de propriété et ça, un contrat prénuptial. Il est clair que Michel n'a aucun droit. Si c'est le cas, il le regarda fixement, on t'a menti. Didier serra les poings.
Ils m'ont jeté dehors parce que je ne rapportais rien, parce que j'étais un fardeau. Mais tout ce qu'ils ont vient de mon père. Tu pourrais intenter un procès si tu réunis des preuves. Non, je ne veux pas poursuivre en justice. Du moins, pas encore. Didier tremblait de rage et de douleur. Je veux juste qu'il sache que je ne suis pas stupide. Je vais tout rassembler et un jour la vérité éclatera. Romain hocha la tête. Je t'aiderai. Pas par pitié, mais parce que je déteste les gens qui paient le bien par la trahison. Depuis ce jour-là, en dehors des horaires du jardin du Sabor, Didier passait son temps à la bibliothèque municipale. Il cherchait des informations sur des ordinateurs publics, lisait des lois sur la propriété, l'héritage, les litiges juridiques. Une bibliothécaire nommée Camille lui apprit à accéder aux bases de données numériques. « Tu prépares une thèse en droit ?» lui demanda-t-elle. « Non, je veux juste savoir quels sont mes droits si on me vole mon honneur. » Elle hocha la tête sans poser d'autres questions, mais depuis ce jour-là, chaque fois que Didier venait, elle lui réservait un ordinateur et une tasse de cacao chaud. Peu à peu, Didier rassemblait tout. Des copies de documents que sa mère conservait, des informations bancaires, des titres de propriété. Chaque impression finissait dans un sac secret à l'intérieur de son sac à dos. Plus précieux que n'importe quel repas ou couverture. Un après-midi, tandis qu'il nettoyait le comptoir du restaurant, Rose s'approcha de lui et lui tendit une petite enveloppe. « Quelqu'un t'a laissé ça, dit-elle, il s'appelle Sergio. Je ne l'ai pas bien vu, mais il a dit te connaître. » Didier ouvrit la lettre. À l'intérieur, une note manuscrite. Didier Michel commence à vendre les biens. Il liquide tout. Prends soin de toi. Son cœur se serra. Sergio, un cousin éloigné du côté de son père, fut le seul à le soutenir pendant les funérailles. Il serra le papier entre ses doigts. Je ne laisserai pas détruire tout cela. Non, pas encore. Fais le virement. Maintenant, Étienne, je n'attends plus. Michel criait au téléphone, marchant d'un côté à l'autre dans le salon récemment rénové. Parquet brillant, canapé italien, lampe en cristal, système sonore neuf. Tout sentait encore le plastique neuf, mais le visage de Michel était tendu. Hélène cria, « Où est la facture de l'ascenseur ? Ces idiots disent que c'est à toi de la payer. » Hélène sortit de la cuisine avec les mains couvertes de farine. Elle est dans le tiroir en bois près du micro-ondes. Elle n'y est pas. Tu es toujours un désastre. Michel, arrête de crier. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Anniversaire. Il rit sarcastiquement. On est sur le point de perdre la maison. Hélène se figea. Que dis-tu ? Michel lança une pile de papier sur la table. Les comptes sont bloqués. La banque a détecté des dettes accumulées. Des intérêts sur des intérêts. Mon avocat m'a prévenu, si je ne paye pas au moins 50 000 € dans les 30 jours, la maison sera mise aux enchères. Hélène s'effondra sur la chaise. Mais comment est-ce arrivé ? Tu avais dit que l'investissement immobilier était sûr. Le marché s'est effondré. Je ne m'attendais pas à cette chute. Et toi, tu dépenses comme une reine. J'ai juste changé quelques rideaux, rénové la cuisine, le miroir de la salle de bain, la BMW, la montre Patek, les voyages à Séville, qui les a achetés ? Michel resta sans voix, mais au lieu d'admettre sa faute, il cria, « Ne viens pas me blâmer. Si tu n'avais pas tout lié à ce putain de Didier, j'aurais déjà hypothéqué cette maison. » Hélène pâlit. « Que as-tu dit ? » Michel sourit avec colère. Je l'ai découvert. L'appartement rue Valverde, le compte ancien, ils sont toujours à ton nom et à celui de ton défunt mari. Tu ne les as jamais transférés à mon nom. Je vis dans la maison d'un mort et de son fils. Hélène balbutia. J'ai oublié. L'avocat a dit que ce n'était pas nécessaire de le changer. Je ne pensais pas que, eh bien, maintenant, arrange ça toi-même, cria Michel, le visage rouge. Vends cet appartement, paye la dette. Hélène recula en pleurant. T'es fou ?
C'est le dernier souvenir que j'ai de Charles. Je ne peux pas. Alors nous allons couler ensemble. Michel lança son verre de vin contre le mur. Pendant ce temps, Didier continuait de travailler dans le jardin des saveurs. Il ne dit à personne ce qu'il avait découvert. Il se contentait d'observer, d'écouter et de prendre des notes. Un jour, Camille, la jeune bibliothécaire, se rendit au restaurant avec un dossier. Quelqu'un a transféré la propriété de l'appartement de la rue Valverde vers un ancien compte bancaire, dit-elle à voix basse. L'acheteur figure comme une société enregistrée au nom de Michel Varguet, mais dans les documents, la vendeuse reste Hélène. Didier serra les poings. Il utilise une entité légale pour cacher ça. Il veut vendre la maison comme si elle était légitimement à lui. Mais ce qui est encore plus grave, Camille hésita en le regardant, c'est que le compte qui a reçu l'argent n'est pas au nom de ta mère. Didier resta abasourdi. Alors, où est passé l'argent? Camille lui montra un relevé bancaire, un compte fantôme ouvert dans une banque de Chypre. Il n'y a pas de nom réel, mais le garant est Serge Moreau. Didier se figea. Mon cousin. Camille acquiesça. Peut-être qu'ils l'ont obligé à signer ou qu'ils l'ont acheté. Didier prit une grande inspiration. Une sensation d'amertume, comme du rouille, lui monta à la gorge. Ils sont en train de sucer jusqu'à la dernière goutte de sang de ma mère et c'est moi qu'ils accusent. Camille lui posa doucement la main sur l'épaule. Tu veux les dénoncer? Didier secoua la tête. Pas encore. Je veux qu'ils se détruisent eux-mêmes. J'ai juste besoin de continuer à collecter plus d'informations. Les semaines suivantes, Michel était devenu un véritable chaos. Les créanciers appelaient sans cesse. La banque envoyait des lettres d'avertissement. Les avocats refusaient de le représenter car il ne pouvait plus payer. Il commença à boire davantage et devenait irritable, même avec le livreur ou les voisins. Une fois, lorsqu'il alla au supermarché, sa carte de crédit fut refusée. La caissière, appelée Laure, fronça les sourcils. « Monsieur Varguet, votre carte est bloquée. Vous en avez une autre ?» Michel rougit en fouillant dans ses poches. Hélène, à ses côtés, était en panique. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»« Tais-toi, » grogna Michel, abandonnant son caddie et tirant Hélène pour partir. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Un jour, la compagnie d'électricité coupa l'électricité en raison de factures impayées pendant 3 mois. La maison était glacée, le réfrigérateur ne fonctionnait plus. Le chauffage ne faisait même plus un bruit. Une semaine plus tard, la compagnie des eaux vint retirer le compteur. Ils durent demander de l'eau aux voisins. Madame Maryse, la voisine du rez-de-chaussée, soupira. « Je vous l'avais dit. Cette maison gaspille tout. Le seul décent, c'est ce jeune homme, Didier. » Un autre voisin ajouta. « Didier, depuis qu'il est parti, cette maison semble hantée. » Hélène était assise dans la cuisine, tenant une vieille photo. Elle, Charles et Didier, quand l'enfant avait 6 ans. Ses yeux s'embuèrent. À ce moment-là, on frappa à la porte. Michel ouvrit et vit 2 hommes en costume portant des dossiers. « Nous venons évaluer la maison à la demande de la banque. » Michel hurla. « Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. » L'homme plus âgé, qui se présenta sous le nom d'Alberto, répondit. « La Banque Saint-Laurent a déjà une ordonnance judiciaire. Si la dette n'est pas réglée dans 20 jours, cette maison sera saisie. » Michel s'effondra sur le canapé, riant comme un fou. En même temps, au restaurant, Rose appela Didier dans une salle privée. « Didier, je sais que tu as travaillé très dur, mais j'ai entendu quelques rumeurs. » « Quelles rumeurs ?» Didier se tendit. « On dit que tu es rejeté par ta famille, que ta mère ne te reconnaît plus, que tu es impliqué dans des affaires douteuses. Est-ce vrai ?» Didier resta silencieux. « Je ne le nie pas, mais je n'ai jamais volé, je n'ai jamais menti, on m'a juste laissé derrière. » Rose le regarda dans les yeux, puis posa sa main sur son épaule. « Ton passé m'importe peu, je veux juste que tu tiennes ta parole. »
Didier baissa la tête, les yeux rouges. Je ne vais pas te décevoir. Cette nuit-là, après avoir lavé les derniers plats, Didier s'assit dans la cave et ouvrit son dossier, désormais bien plus épais. Il ordonna chaque feuille dans l'ordre, biens, héritage, usurpation d'identité, transferts illégaux, murmura-t-il. Tout est en train de s'effondrer et ils ne savent même pas pourquoi. De forts coups retentirent à midi. Hélène ouvrit la porte et vit Michel dans un état déplorable. Chemise froissée, cravate tordue, une forte odeur d'alcool. « Hélène, tu sais ce que ces salauds ont dit » cria-t-il en trébuchant en entrant. « Qu'est-ce qui s'est passé encore » demanda Hélène, inquiète. « Ils ont dit que j'étais un escroc. » Moi, Michel Varguet, il frappa la table si fort qu'un vase tomba. Hélène recula. « Qui l'a dit ?»« La banque. »« La banque. » Les avocats, les petits de la rue Valverde disent que les biens ne sont pas à moi et que tout est de ta faute, Hélène. Tu n'as pas fait la cession, tu n'as pas signé le transfert et maintenant ils me voient comme un voleur. Hélène était stupéfaite. Tu me blâmes, moi? C'est toi qui as gaspillé l'argent, toi qui m'as caché que tu avais vendu des propriétés. Michel sourit avec mépris. Et qui a permis à ce bâtard d'exister? Toi. Hélène pâlit. Oui. Si ce n'était pas pour Didier, tout serait différent. C'est l'ombre persistante de Charles depuis qu'il est arrivé. Cette maison n'a pas connu de paix. Je l'ai supporté, je l'ai toléré. Et toi, tu le regardais toujours comme si tu pleurais ton défunt mari. Tais-toi. Non, je ne me tairai plus. Il est ingrat. Je lui ai donné à manger, un toit, et quand j'en avais besoin, il est parti. Et maintenant, il détruit tout. Tu ne sais rien, cria Hélène. Didier ne t'a jamais pris un centime. Il travaillait, cachait de l'argent sous le matelas juste pour t'acheter un cadeau de Noël. Et toi, tu l'as jeté la nuit la plus froide, juste parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer la lumière. Alors, de qui est la faute? De lui, évidemment. Hélène. Une voix douce se fit entendre depuis la porte. C'était Madame Maryse, la voisine du rez-de-chaussée. Elle était là, debout, un sac de pain à la main. J'ai tout entendu. Hélène, tu crois vraiment que c'est ton fils qui détruit tout? Hélène baissa la tête, les yeux pleins de larmes. Je ne sais plus. Je sens juste que tout s'effondre. Marisol entra et lui posa une main sur l'épaule. J'ai vu Didier laver tes vêtements en secret. Je l'ai vu apporter du pain et faire semblant que c'était toi qui le lui avais acheté. Ton fils ne s'est jamais plaint. Hélène éclata en sanglots. Michel grogna. Et maintenant, tout est de ma faute, n'est-ce pas? Très bien, fais ce que tu veux. Si demain je me retrouve dans la rue, ça m'est égal. Hélène serra la main de Marisol. Il faut que tu ouvres les yeux. Il est en train de te détruire. Va-t'en de chez moi, cria Michel en la poussant violemment. Il faillit la faire tomber. Ça suffit, cria Hélène pour la première fois d'une voix ferme et forte. J'en ai marre de porter les conséquences de ta stupidité et de ta méchanceté. J'ai perdu mon mari et maintenant je ne vais pas perdre aussi mon fils. Michel la fixa intensément. Que as-tu dit? Tu oses encore le défendre? Oui, parce que je suis sa mère. Cette phrase fit éclater l'atmosphère comme du verre. Michel saisit sa veste et rugit. Tu vas regretter ça, Hélène. Je vais faire en sorte que toute la ville connaisse votre vraie face. Il claqua la porte et partit. 2 jours plus tard, les rumeurs se répandirent dans tout le quartier, Didier était drogué, il avait volé sa mère, on l'avait expulsé parce qu'il était dangereux. La première à l'entendre fut Rose, la propriétaire du restaurant où Didier travaillait. Elle l'appela dans la cuisine après son service. Didier, je veux que tu sois honnête. As-tu déjà consommé des drogues? Didier resta sans voix. Où as-tu entendu ça? Les gens disent beaucoup de choses. Même quelqu'un est venu ici,
prétendant être de ta famille, il m'a averti. C'était Michel, murmura Didier. As-tu des preuves, demanda Rose directement. Sinon, je serai obligé de te renvoyer. Je ne peux pas permettre que les clients commencent à douter. Didier resta silencieux. Après un moment, il ouvrit son sac à dos et en sortit un tas de documents. Voici ce que mon père a laissé. Voici la procuration falsifiée, le compte à l'étranger. J'ai collecté tout ça pendant 2 mois. Rose parcourut chaque feuille. Elle ne dit rien, les laissa simplement sur la table en silence. Je ne comprends pas tout, mais je sais que tu ne mens pas. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Rose acquiesça. Je vais te garder. Mais fais attention, quand tu coinces les mauvais, ils mordent n'importe qui. Comme Rose l'avait dit, le lendemain, Didier se vit refuser la location d'une chambre. Vous êtes Didier Moreno, demanda le propriétaire. Oui, désolé. Quelqu'un d'autre vient de la réserver. Bonne chance. Derrière lui, Didier aperçut Michel sortir du couloir. Il souriait moqueusement et hocha la tête avec sarcasme. Le lendemain, 2 restaurants où Didier avait postulé le rejetèrent également. Vous avez un casier judiciaire pour vol, n'est-ce pas, demanda le responsable. Non, jamais. Nous ne recrutons pas des gens avec un passé douteux. Va-t'en. Didier sortit de là en marchant parmi la foule, se sentant invisible. Personne ne le regardait. Personne ne voulait connaître la vérité. Il se rendit à la bibliothèque et chercha Camille. J'ai besoin d'aide. Elle le regarda, inquiète. Que se passe-t-il? Ils sont en train de détruire ma réputation. Je veux riposter. Camille acquiesça. On va préparer quelque chose, mais il faut être prudent. Non, dit Didier en serrant les poings. Plus de cachotterie. Je vais utiliser la lumière pour les exposer. Il ouvrit le dossier et, pour la première fois, tourna jusqu'à la dernière page. Un rapport détaillé avec des preuves complètes et une ligne indiquant le nom du destinataire. Cabinet de l'avocat Louis Avignon, spécialiste en finance et en droit de la famille. Camille sourit en voyant pour la première fois de la lumière dans ses yeux. Il n'y avait plus de douleur, mais de la détermination. Le nom de Didier Moreno commença à devenir un avertissement glacial parmi les propriétaires et les employeurs de Paris. Au café Les Rêves, lorsqu'un employé suggéra d'embaucher Didier comme plongeur, la propriétaire Laetitia Roubel froncera les sourcils. Didier? Ce n'est pas celui que sa mère a viré à cause de la drogue? L'autre jour, dont Michel est venu me prévenir. Il m'a dit qu'il avait même frappé quelqu'un. Mais j'ai entendu dire que Didier n'était pas comme ça, murmura le jeune homme. Laetitia haussait la voix. Dans ce métier, les rumeurs valent plus que les CV. Si tu ne veux pas qu'on nous fasse une inspection surprise, mieux vaut rester loin des gens comme lui. Ces paroles se répandirent comme des racines venimeuses à travers la ville. Même si personne n'avait de preuves, tous rayaient le nom de Didier dès qu'il apparaissait. Dans une auberge bon marché pour travailleurs, Didier était devant le comptoir, présentant une pièce d'identité temporaire que Camille lui avait aidé à obtenir. J'ai envoyé les documents par mail, dit Didier calmement. Puis-je payer 1 mois à l'avance? L'homme derrière le comptoir, Monsieur Mathieu, jeta un coup d'œil rapide aux documents et secoua la tête. Désolé, nous n'avons pas de chambre disponible. Mais l'affiche à l'entrée dit qu'il y a des chambres. Mathieu le regarda quelques secondes, puis lui rendit les papiers. Vous êtes bien Didier Moreno, n'est-ce pas? Didier acquiesça, un poids commençant à s'abattre sur sa poitrine. Nous n'acceptons pas les personnes ayant des antécédents d'instabilité mentale. N'hésitez pas si vous souhaitez apporter des modifications ou si vous avez d'autres demandes de traduction. C'est une décision de l'administration. Contexte. Didier était stupéfait. Jamais je n'aurais cru. Mathieu parla à voix basse, douce mais ferme. Quelqu'un de l'hôpital psychiatrique La Paix nous a contactés. Le dossier indique que vous avez reçu un traitement pour des crises de panique et que vous avez eu des comportements agressifs envers votre mère biologique.
Didier se figea. Il comprit immédiatement que Michel ou quelqu'un de son entourage avait falsifié cette information et propagé ces rumeurs. « Puis-je parler à l'administrateur » demanda Didier. « Personne ne vous recevra. Veuillez partir, s'il vous plaît. » Il se retourna et s'éloigna du bâtiment, ressentant les regards de certaines personnes autour de lui qui s'enfonçaient dans son dos comme de petites aiguilles. Didier commença à avoir du mal à respirer, non pas à cause du froid, mais à cause de l'oppression invisible de la société qui l'entourait. Ceux qui avaient autrefois été aimables l'évitaient maintenant. Rose continuait à lui permettre de travailler, mais plus d'une fois, il entendit des chuchotements de la part des clients derrière lui. Ce n'est pas Didier Moreno. On dit que sa propre mère l'a mis à la porte en plein hiver. Il se murmure qu'une fois, il a menacé sa famille avec un couteau. Un jour, alors qu'il servait une table avec beaucoup de convives, une femme d'une quarantaine d'années le regarda fixement et s'exclama. « Je connais ce type. Il a été arrêté pour agression. Quelle horreur, je veux un autre serveur. » Didier resta immobile, la plateforme toujours en main. Il se contenta de regarder Rose, espérant un mot de défense, mais elle resta silencieuse. Après ce jour-là, elle l'appela dans la réserve. « Désolé, mais à partir de maintenant, tu travailleras uniquement en cuisine. Tu ne sortiras plus servir. » Didier baissa la tête. « Je comprends. » Une nuit, en rentrant dans le parking souterrain, Didier trouva un mot épinglé à son sac à dos. « Pars de Paris si tu as encore un peu de dignité ou meurs, peu importe. » Il n'y avait pas de nom, pas de signature, mais les empreintes de pas sur le papier, l'odeur de cigarettes bon marché et l'écriture bâclée laissaient déduire que c'était le groupe d'Alphonse qui l'avait frappé la veille de Noël. Ils étaient revenus. Il regarda autour de lui. L'obscurité recouvrait tout. Romain n'était pas là. Le vent sifflait entre les toits rouillés. Le cœur de Didier battait fort, mais cette fois, il ne ressentait pas la peur. Il brûla le mot et jeta les cendres dans une grille d'égout. Son regard était plus froid et plus dur que l'hiver. Un jour, Didier était à la bibliothèque en train de lire des dossiers lorsque Camille arriva en courant, pâle. « Que s'est-il passé ?» dit un média local. « Il vient de publier un article, Didier Moreno, du fils rejeté à une menace latente pour la communauté. » Didier prit le téléphone, les yeux fixés sur le texte, une photo de lui prise en cachette depuis la cuisine du restaurant accompagnée de contenu mensonger, citant un membre de la famille anonyme, l'accusant de vol, de rébellion et d'antécédents psychologiques instables. Camille tremblait. « Je crois que Michel a payé un rédacteur pour un article sensationnaliste. Mais si cela se répand, je perdrai tout ce qui me reste, » dit Didier, comme s'il était déjà habitué à cela. « Peu importe ce qu'ils disent. Didier, tu ne peux pas tout porter tout seul. » Il la regarda d'une voix ferme. « Je ne suis plus l'enfant de cette nuit de Noël. » Les jours suivants, Didier vécut comme un véritable fantôme. Il évitait la foule, évitait les regards, mais chaque fois qu'il marchait sur le trottoir, des chuchotements suivaient derrière lui. Il travaillait en silence en cuisine sans dire un mot. Lorsque des clients se plaignaient que la nourriture était froide, Rose lui murmurait. « Je ne pourrai pas te garder si les plaintes continuent. » Didier hocha la tête. « Je sais. » Cette nuit-là, il sortit du restaurant avec un sac de nourriture restante. Il s'assit sur les marches devant la bibliothèque fermée, mangeant morceau par morceau. Un groupe d'adolescents passa près de lui en riant. « Regardez, c'est Didier Moreno. Il va écrire ses mémoires ou quoi? C'est sûr qu'on va encore l'envoyer en psychiatrie. » Digo ne répondit pas, il ne se fâcha pas, il garda simplement le silence. Une petite fille tira la manche de sa mère et demanda, « Maman, pourquoi cet homme est-il si triste ?» La mère la serra dans ses bras et murmura, « Ne t'approche pas. Ce n'est pas sûr. » Didier les regarda s'éloigner. Il murmura pour lui-même, « Même si je suis seul, je ne vais pas abandonner. » Il serra fortement son sac à dos, où il gardait tout ce qui lui restait dans la vie, et se leva. Sous la faible lumière jaune des réverbères, ses pas étaient fermes, comme s'il marchait vers le gouffre,
mais cela pourrait aussi être vers une lumière qu'il seul pouvait voir. La semaine suivante passa dans le froid glacial de la fin de l'hiver à Paris, si gelé que son souffle semblait se figer dans l'air. Didier commença à sentir que le froid n'était plus sur sa peau, mais dans son âme, dans chaque rêve interrompu et chaque espoir brisé. Un après-midi gris, il retourna dans un ancien café en quête de travail. Avant d'entrer, il prit une grande respiration, ajusta son manteau usé et se dirigea vers le comptoir. « Bonjour, je viens chercher un emploi. J'ai de l'expérience dans le lavage des verres, le ménage, et aussi en cuisine. » L'homme derrière le comptoir ne leva même pas les yeux. « Non. » Didier Moreno. L'homme se figea instantanément, plissant les yeux avec méfiance. « C'est toi qui as causé des problèmes dans le restaurant de la Grand Via, non ? » « Non, je n'ai jamais fait ça. »« À qui veux-tu faire croire ça ? » ?»« L'autre jour, on m'a averti, ils ont montré l'article, même des photos. »« C'est complètement faux. C'est mon beau-père qui a tout mis en scène. »« Hors de là. On ne veut pas de problème. » Didier resta un instant figé, puis acquiesça. « Je comprends. » Sur le chemin du retour, le vent frappait son visage. Il passa devant un arrêt de bus où un groupe d'étudiants riait. Une petite fille le regarda et dit à sa mère, « Maman, cet homme ressemble à celui des vidéos dégoûtantes sur Internet. » La mère serra la petite dans ses bras et lança à Didier un regard comme s'il était un kidnappeur. Il détourna le regard, serrant fortement les bretelles de son sac à dos. Arrivé au parking souterrain où il avait l'habitude de dormir, il trouva la porte scellée. Un panneau rouge barrait l'entrée, zone interdite. Danger. Ordre d'évacuation. Romain, murmura Didier. Personne ne répondit. Il s'approcha de la porte métallique, essayant de voir à travers l'obscurité. Un gardien apparut au coin. « Que fais-tu ici ? » ?»« Je vivais ici avant. L'entrée des étrangers est interdite. »« Dégage. Je veux juste entrer pour chercher mes affaires. Un vieil ami vivait avec moi. Il n'y a plus personne ici. Hier, l'équipe d'évacuation est venue. Ils ont emmené le vieux, on ne sait pas où. C'est maintenant la propriété de la ville. » Didier s'arrêta. « Je n'ai nulle part où dormir. »« Ce n'est pas mon problème, » répondit le gardien en se retournant froidement. Didier s'assit sur les marches d'en face, le visage enfoui dans ses genoux. L'écharpe violette était perdue depuis longtemps. Ses chaussures avec les talons cassés étaient trempées. Il ne pleurait plus, il n'avait plus de larmes. Le lendemain, Camille arriva au restaurant et appela Didier dehors. Son visage était marqué par l'inquiétude. « Je viens d'apprendre une nouvelle. Michel a envoyé une lettre au bureau de l'avocat Louis Avignon, celui que nous pensions contacter. » « Qu'a-t-il envoyé ? » ?»« Une accusation formelle. Il dit que Didier Moreno a falsifié des documents, inventé des histoires pour extorquer sa mère biologique et son beau-père. Il a joint une déclaration signée par Hélène. Ce n'est pas possible. Didier se leva. Ma mère n'aurait jamais fait ça. Camille posa une main sur son épaule. La signature est authentique. Je l'ai comparée. Mais peut-être qu'on l'a forcé à signer. Didier recula d'un pas. Alors, ma mère a choisi son camp. Camille n'a rien dit. Il m'a déjà détruit et maintenant il fait en sorte qu'elle me maudisse elle-même avec sa signature. Que vas-tu faire ? Didier regarda au loin. Rien. Il est temps qu'ils se détruisent eux-mêmes. Cette nuit-là, Didier retourna au parc Bois de Boulogne, où il s'était réfugié de la neige lors de la veille de Noël. Le grand arbre de Noël n'était plus là. À la place, il ne restait qu'un terrain froid et couvert de gravier blanc. Il s'assit sur le même banc en pierre de toujours, le regard vide. Une voix retentit derrière lui. Didier se retourna. C'était Madame Maryse. Son visage ridé était flou à cause du froid. J'ai entendu dire que Michel t'accuse. Je sais. Ça va ? Je crois que je n'ai plus rien à perdre, n'est-ce pas ?
Marisol s'assit à côté de lui et sortit un carnet de son sac. C'est le journal d'Hélène. Je l'ai trouvé par hasard. Elle l'a laissé chez moi la dernière fois qu'elle est venue. Didier l'ouvrit. Chaque page était écrite de la belle écriture de sa mère. Un extrait lui serra la poitrine. Je ne mérite pas d'être mère. Didier n'a jamais rien fait de mal, mais j'ai laissé Michel manipuler tout, même mon cœur. J'avais peur de me retrouver seul à nouveau, et j'ai fini par abandonner mon fils. Didier serra le carnet contre sa poitrine. Elle n'a jamais cessé de t'aimer, dit Marisol. Elle était juste trop faible. Didier secoua doucement la tête. Je ne l'attends plus. Il ne reste que moi. Marisol sourit. Alors, lève-toi. Tu as trop supporté pour mourir en silence. Le matin suivant, Didier alla frapper à la porte du cabinet de l'avocat Louis Avignon. Une jeune secrétaire sortit. Puis-je vous aider? Je suis Didier Moreno. J'aimerais prendre rendez-vous avec monsieur Avignon. Attendez un instant. 10 minutes plus tard, un homme d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants et un costume impeccable, sortit dans le hall. Je suis Louis. Es-tu le jeune que Michel Varguet accuse? Oui, mais j'apporte la vérité. Didier ouvrit son sac à dos, posa le tas de documents sur la table, chaque papier, chaque reçu, chaque copie de transaction. Camille était derrière lui, le soutenant en silence. Louis les examina, ses yeux se faisant plus perçants. Ces preuves sont très claires. Que souhaites-tu? Je ne veux ni argent, ni vengeance. Je veux juste qu'il ne puisse plus continuer à me détruire. Louis acquiesça. Je vais envoyer une demande au tribunal de première instance et je rencontrerai personnellement Michel. Didier se leva et fit une révérence. Merci, monsieur. Louis le regarda tendrement. Tu n'as pas à me remercier, tu dois juste continuer à vivre avec dignité. Cette nuit-là, Didier retourna au lieu habituel, cette fois sous le toit d'une ancienne bibliothèque fermée pour rénovation. Il sortit un petit papier de sa poche et écrivit d'une écriture maladroite. Je ne suis pas l'enfant que sa mère a rejeté. Je suis Didier Moreno, celui qui restera ferme, même si le monde entier l'oublie. Il plia le papier et le rangea dans le compartiment secret de son sac à dos, là où il y avait eu auparavant l'écharpe violette. Sous la faible lumière des réverbères, Didier s'assit, les yeux enflammés, non par l'espoir, mais par la détermination. La lumière du printemps perçait à travers les vieilles tuiles de la bibliothèque. Didier avait passé la nuit là, somnole entre le vent glacé, mais au matin, il se leva avec une force nouvelle. Ce n'était plus de la résistance résignée, c'était de la conviction. Camille lui apporta une tasse de lait chaud et un petit sac avec du pain. « Tu as dormi ici? » « Il n'y avait pas d'autre endroit, » répondit Didier à voix basse. Camille s'assit à côté de lui et sortit une enveloppe. « J'ai des nouvelles. » Didier l'a ouverte. Une feuille officielle avec le blason de l'Espagne, un titre clair, lettre de confirmation de bourse complète de l'Université Complutense de Paris. Il lut chaque ligne les mains tremblantes. Monsieur Louis Avignon avait envoyé une lettre de recommandation pour toi et ils ont accepté de t'accorder une bourse pour étudiants en situation vulnérable avec des mérites exceptionnels en autodidaxie. Mais je n'ai même pas terminé le lycée. La nouvelle loi permet une admission exceptionnelle avec une lettre forte et un examen de compétences. Il te suffit de réussir le test la semaine prochaine. J'ai déjà imprimé tout le matériel dont tu as besoin. Didier se brisa. Pourquoi fais-tu tout cela pour moi? Camille sourit. Parce que tu ne t'es pas rendu et parce que tu m'as rappelé que les bons ne gagnent pas toujours, mais que si on insiste, on fait en sorte que le bien triomphe. Depuis ce jour, Didier passa chaque heure à la bibliothèque. Il étudiait avec frénésie, les mathématiques, la grammaire, l'histoire, la littérature, même l'anglais. Ce qui lui avait été volé dans son enfance, il le récupérait maintenant page après page. Un jour, alors qu'il était plongé dans ses notes, Camille s'approcha. « Quelqu'un veut te voir. » Didier leva les yeux.
Un homme d'âge moyen, grisonnant, vêtu d'un costume gris, s'approcha. « Bonjour, je suis Ernesto Beltran, professeur à la faculté de droit de la Complutense. Vous êtes venu pour moi. » Ernesto sourit. « Louis Avignon m'a beaucoup parlé de toi. Un jeune de 17 ans sans abri, qui étudie le droit tout seul, rassemble des preuves et se défend seul. C'est un cas extraordinaire. Je voulais te voir de mes propres yeux. » Didier se leva. Sa voix était rauque, mais ferme. « Je ne suis pas le meilleur, mais je n'arrêterai jamais d'apprendre. Parce que si la connaissance est le pouvoir, alors j'en ai besoin pour survivre. » Ernesto acquiesça. « Nous ne cherchons pas des génies, nous cherchons des personnes qui savent pourquoi elles étudient. » L'examen d'admission eut lieu dans une salle annexe de l'université. Didier s'assit parmi les autres candidats, tous plus âgés que lui. Il prit le stylo, respira profondément. Lorsque le surveillant donna le signal, il écrivit comme si chaque mot était une arme. 4 heures plus tard, il sortit de la salle. Le soleil semblait plus brillant que d'habitude, ou peut-être étaient-ce ses yeux qui voyaient déjà le monde différemment. 3 jours plus tard, Ernesto l'appela personnellement. « Félicitations, Didier. Tu n'as pas seulement réussi, tu as obtenu le meilleur score à l'essai juridique. » Didier s'effondra sur un banc, les mains tremblantes. Une larme tomba, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il méritait la lumière devant lui. Camille lui offrit un nouveau sac à dos. « Finis ce sac déchiré. Celui-ci, c'est celui que tu porteras en cours et vers l'avenir. » Didier le serra timidement. « Tu vas rester à la bibliothèque ? » « Non, on m'a engagé au tribunal de district de Chamartin. Mais ne t'inquiète pas, on se reverra encore beaucoup de fois. » Ils se prirent la main, une promesse silencieuse entre eux. Didier entra à l'université comme un homme nouveau. Des vêtements offerts par Rose, un ordinateur d'occasion que Camille lui avait trouvé, et dans la poche de son manteau, il gardait toujours le vieux papier qui disait « Je suis Didier Moreno, celui qui restera ferme. » En cours, au début, il reçut des regards suspicieux, mais lorsqu'il répondit à une question du professeur avec précision, ses regards se transformèrent en respect. Un camarade lui demanda « Dans quelle école as-tu étudié avant ?»« À l'école de la vie. » Didier sourit. En dehors des heures de cours, il travaillait dans un petit café près de l'université. Cette fois, personne ne le rejetait. La propriétaire, Véronique, une femme âgée aux cheveux blancs, lui disait toujours « Mon fils, tu étudies le droit. Je rêvais de devenir avocate, mais j'ai dû abandonner pour m'occuper de mes 9 frères et sœurs. » « Tu es la première à m'appeler fils sans mépris, » dit Didier. Véronique rit. « Parce que tu le mérites. » Le soir, Didier étudiait, s'occupait du magasin et économisait chaque centime. Il ne dépensait rien, sauf pour des livres et de la nourriture de base. Dans sa petite chambre louée, vieille et modeste, il accrocha au mur la seule photo qui lui restait de son enfance avec sa mère et son père biologique. « Maman, je vais recommencer. Pas pour que tu m'acceptes, mais pour que je sache moi-même que je le mérite. » Un matin, alors qu'il lavait des verres au café, il entendit une voix depuis la porte. Didier se tourna. C'était Sergio, son cousin, celui qui avait signé cette lettre d'avertissement. « Sergio, j'ai entendu dire que tu étais entré à l'université. Félicitations. » Didier le regarda encore avec prudence. Sergio soupira. « Désolé. Michel m'a menacé de poursuivre toute la famille si je ne signais pas ce papier. » Didier garda le silence. « Je veux corriger ça. Si tu as besoin d'un témoin, je témoignerai. » Didier le regarda dans les yeux. « Ce n'est pas nécessaire. Ils tomberont tout seuls. Moi, je veux juste vivre en paix. » Sergio baissa la tête. « Tu ressembles beaucoup à Charles. Direct, mais jamais cruel. » Le premier mois passa. Didier fut le meilleur de la classe en droit fondamental. Le professeur Ernesto le proposa comme assistant pour les étudiants de première année,
et l'université commença à le voir comme un exemple à suivre. Un après-midi, Ernesto l'appela dans son bureau. « Didier, j'ai une proposition. » « Oui. » « Nous lançons un programme appelé Éducation pour les jeunes sans-abri. Je veux que tu sois le visage du projet. » Didier resta sans voix. « Moi, mais je ne suis qu'en première année. » « C'est justement pour ça que tu es la preuve vivante qu'aucun chemin n'est trop étroit si le cœur est grand. » Didier murmura. « Si cela peut aider ceux qui étaient comme moi, alors j'accepte. » Cette nuit-là, Didier se promena dans le parc Bois de Boulogne, où il s'était autrefois recroquevillé sous la neige. Maintenant, sur ce banc, un enfant serrait un sac en plastique. Didier s'approcha et s'assit à côté de lui. « Tu as faim. » L'enfant hocha la tête. Didier lui offrit le pain et le lait qui lui restaient. « Qui es-tu ? » demanda l'enfant. « Quelqu'un qui a été exactement où tu es maintenant. » L'enfant le regarda, étonné. « Et maintenant, qui es-tu » Didier leva les yeux vers le ciel et sourit. « Quelqu'un qui reconstruit sa vie, brique après brique. » 3 ans plus tard, le nom de Didier Moreno n'était plus associé aux rumeurs venimeuses. Il apparaissait fréquemment dans des articles sur les meilleurs étudiants de Paris. Didier sortit de la cérémonie de remise des diplômes de la faculté de droit, avec un diplôme d'excellence et une distinction pour sa contribution aux étudiants en situation vulnérable. Ernesto, son mentor, le serra dans ses bras. « Maintenant, tu es avocat et, plus encore, tu es un symbole. » Didier sourit en lui serrant la main. Dans la foule, Camille pleurait. Elle s'approcha et étreignit fort Didier. « Tu l'as fait après tout. » Didier murmura. « Grâce à toi, et aussi grâce à ceux qui m'ont rejeté. Sans eux, je ne saurais pas à quel point je peux être fort. » Il se tourna vers Véronique, la propriétaire du café, qui avait maintenant cédé le local à sa fille pour partir en retraite. « Je l'ai fait. » Véronique sourit. « On n'a pas besoin qu'on nous engendre pour être une famille. Toi, tu es celle que le cœur a choisie. » Un mois plus tard, Didier signa le document de propriété de l'ancienne maison rue Valverde, où il avait été expulsé cette nuit de Noël à 17 ans. L'agent immobilier demanda. « Es-tu sûr ? Cette maison a un passé de scandale financier. » Didier acquiesça. « C'est justement pour ça. Je vais en faire un lieu de guérison. Plus de souvenirs amers, seulement de l'espoir. » Il ne l'acheta pas par vengeance, il l'acheta pour fonder un centre de soutien pour les jeunes sans-abri, appelé Nouvelle Lumière. Camille en devint la co-directrice. Ernesto fournissait des conseils juridiques. Véronique a fait don des premiers repas, et les premiers enfants accueillis avaient vécu dans les rues, tout comme Didier l'avait fait autrefois. Un après-midi, Didier guidait un groupe de jeunes dans la rédaction de lettres de motivation lorsque la sonnerie retentit. En ouvrant la porte, il se trouva face à une femme d'âge moyen, au visage émacié, aux cheveux en désordre, portant un sac en tissu usé. C'était Hélène. « Maman » murmura Didier. Elle leva les yeux, les larmes plein les yeux. « Mon fils. » Ils restèrent tous les deux silencieux un instant, ne sachant pas comment commencer la conversation. Hélène, tremblante, dit « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste te voir une dernière fois, savoir que tu vas bien. » Didier garda le silence. Une brise légère souffla, apportant avec elle des souvenirs du passé, la nuit neigeuse, le paquet rouge, le regard froid et la porte qui se ferma brutalement. « Je sais que tout est de ma faute, » dit Hélène d'une voix entrecoupée. « Je me suis laissé tromper par lui. J'ai signé ces papiers qui t'accusaient parce qu'il m'a forcé. J'ai été lâche. » Didier demanda doucement, « Où vis-tu maintenant ? » « Nulle part. Michel m'a abandonné. Après avoir été enquêté pour blanchiment d'argent, il a fui au Portugal. La police le recherche. J'ai tout perdu. Tout. » Hélène hocha la tête. « Mais je le mérite. Si cela ne s'était pas passé, je n'aurais jamais ouvert les yeux. » Didier la regarda un instant, puis se tourna vers un membre du personnel. «
préparez-lui un repas, un lit et une chance. Hélène éclata en sanglots, serrant son fils dans ses bras. Je suis désolé, Didier. Didier répondit doucement. Tu m'as laissé une nuit glaciale. Maintenant, je choisis de t'accueillir avec compassion. Pas parce que tu es ma mère, mais parce que je veux mettre fin à la haine ici et maintenant. La nouvelle du centre Luz Nueva se répandit largement. Des dizaines d'organisations bénévoles offrirent leur soutien. Les chaînes de télévision interviewèrent Didier, le qualifiant de l'homme qui transforme l'obscurité en espoir. Un jour, alors qu'il offrait des conseils juridiques gratuits à un jeune victime de maltraitance, Didier reçut un appel de la police. Bonjour, avocat Moreno. Nous venons d'arrêter Michel Varguet à Lisbonne. Nous avons besoin de votre témoignage pour l'extradition. Didier regarda l'écran. Un léger sourire apparut sur son visage. Merci, mais je n'ai pas besoin de le revoir. J'ai déjà tourné la page de ce chapitre de ma vie. Vous êtes sûr? Les médias veulent l'interviewer. Cela n'a plus d'importance. Le monde peut me reconnaître, mais je n'ai besoin de voir que ces enfants bien nourris, dormir en paix et apprendre à croire que demain vaut la peine. Cette veille de Noël, Didier se trouvait dans la cour arrière du centre, où un sapin de Noël brillait de mille feux. Les enfants couraient autour, tenant des bonbons et chantant des chansons innocentes. Un petit garçon nommé Jacques tira sur sa chemise. « Frère Didier, pourquoi nous aides-tu » Didier s'agenouilla pour être à sa hauteur et regarda directement ses grands yeux. « Parce qu'un jour, j'ai été comme toi. Parce qu'il y a eu un jour où je me suis assis seul sous la neige et que personne ne m'a demandé si j'avais faim. Et parce que j'ai survécu, je dois aider les autres à avancer. » Jacques le serra fort dans ses bras. « Tu es le véritable Père Noël. » Didier rit. « Non, je suis juste quelqu'un avec un cœur qui n'a jamais cessé de battre. » Camille arriva avec une nouvelle pancarte portant une citation en lettres blanches sur fond bleu. « La famille n'est pas là où nous naissons, mais là où nous bâtissons avec compassion. » Véronique pleura. « Tu es le fils que toute mère souhaiterait avoir. Même si je ne t'ai pas donné naissance, je suis fier de faire partie de ta vie. » Hélène restait à l'écart, sans oser rejoindre le cercle, mais Didier la vit et acquiesça doucement. Elle s'approcha en tenant une petite boîte cadeau. « Je ne savais pas comment rester, mais j'ai refait l'écharpe en laine d'autrefois. Couleur lavande. Je me souviens que tu me l'as offerte, mais je ne l'ai jamais portée. » Didier ouvrit la boîte. L'écharpe était douce, chaque point tissé avec soin. Il la passa autour de son cou et sourit. « Tout le monde peut recommencer, maman. Si l'on ose reconnaître le passé et vivre avec bonté à partir de ce moment. » Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu es la meilleure personne que j'ai rencontrée et que j'avais perdue. » Lorsque l'horloge sonna minuit, la neige commença à tomber. Ce n'était pas froide, mais chaude, comme des flocons de papier. Didier se trouvait au centre de la cour, entouré d'enfants tenant des bougies et chantant. Nuit de paix, nuit d'amour. Une lumière illuminait un coin du centre, où se trouvait une petite plaque de bronze. Centre Nouvelle Lumière, où chaque enfant a droit à l'espoir. Sur le mur, une image montrait Didier tenant la main d'un enfant, tous deux regardant l'horizon. Camille murmura. « Tu es devenu la lumière pour beaucoup. » Didier répondit doucement. « Je ne suis qu'un petit rayon. Mais dans l'obscurité, un seul suffit pour montrer le chemin. » L'histoire de Didier nous enseigne que la détermination et la compassion peuvent transformer la douleur en force. Malgré la trahison, le rejet et les fausses accusations, il choisit de ne pas nourrir la haine, mais d'utiliser son intelligence et son amour pour reconstruire sa vie. Quand le monde lui tourna le dos, Didier continua d'avancer avec courage, ce qui le mena à la réussite. La leçon est que le passé peut nous faire tomber, mais la manière dont nous nous relevons définit qui nous sommes. Pardonner n'est pas parce que les autres le méritent, mais parce que nous avons besoin de paix intérieure. Si cette histoire vous a plu, nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer d'apporter des histoires émouvantes presque tous les jours.
Nous vous remercions profondément pour votre soutien.